Le comité des Charles de Gaulle et Podcut présente. Alors pour faire du vin, il faut du raisin. Et pour avoir du raisin, il faut de la vigne. J'aime faire du vin parce que c'est un nectar sublime et qui est simplement incapable de mentir. Vous avez le vin petit et la cuite mesquite dans le fond, vous méritez pas de boire. Tu te demandes pourquoi il picole l'espagnol? Tire-bouchon, le podcast qui parle d'épinards. Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle émission de cette toute nouvelle saison, la saison 4 de Tire-bouchon. Comment ça va, Maxime ? Bah écoute, ça va plutôt pas mal. Ouais. Ça va plutôt pas mal. Je suis content qu'on remette le couvert cette année. Voilà. Alors ne quitte pas, puisque j'ai oublié de te poser une question. Ah merde. Max, Tire-bouchon, c'est le podcast qui parle de quoi ? De pinard, bien sûr. Ouais, c'est bon, on peut remettre le couvert. Si t'en souviens, c'est bon. J'ai eu un doute. Je me suis dit que le doute t'habite. De quoi ça s'agit ? Comment il me la joue ? Bon, tu es prêt, tu es d'attaque pour cette nouvelle saison. Je suis prêt, je suis à fond. J'ai bien travaillé pour le premier épisode de la saison. Tu as fait tes devoirs. J'ai un petit bloc-notes et tout, avec plein d'idées, de trucs, machin et tout. À la fin de la saison, c'est moins le cas. Ouais. J'ai un post-it où je dis, bon, je vais parler vite fait. C'est vrai que généralement, tout le monde aime la rentrée. Hein. Acheter ses stylos, son cartable neuf, sa trousse, tout ça. Et ouais, au bout de 3 semaines, c'est le bordel. Au bout de 3 semaines, c'est fini. On n'a plus envie, on a marre, on veut retourner en vacances, ça casse les couilles. Bon, je te redemande pas comment se sont passées tes vacances. Hein. Pour ceux qui ont écouté l'épisode précédent, nous en avons parlé. Et puis voilà, très bien. On a eu des petits commentaires pendant cet été, je crois. Exactement, Julien. Merci de me relancer parce que j'avais déjà oublié. Comme quoi, les bonnes résolutions n'ont pas tenu 2 minutes. Oui, c'est ça. On a eu des commentaires sympas qui viennent encore une fois des États-Unis. D'Amérique. Les États-Unis d'Amérique. Oui. Non, il y en a un qui vient de France. Je te dis des conneries. D'accord. Il y a Electric via Apple Podcast qui nous écrit. Podcast au top pour l'amateur de vin novice que je suis. Je rattrape mes retards d'épisodes le matin en allant au boulot. On apprend sans prise de tête entre accent du sud et vanne à 2 balles. Ça donne le sourire. Et la plupart du temps, vous prenez des vins abordables et accessibles et c'est appréciable. Ah, c'est super. Et merci pour les blagues à 2 balles. Ouais, ça, d'ailleurs, est-ce que tu veux une blague à 2 balles ? Ouais, vas-y. Pampan. Voilà, celle-ci, vous pourrez la raconter à la machine à café dès demain. Un commentaire de Ben Guevara qui nous vient tout droit des United States of America qui dit « Merci pour ce podcast, j'adore le vin, mais j'ai toujours eu du mal avec certaines émissions pleines de langage technique incompréhensible. On comprend tout, c'est hyper intéressant et en plus, ça parle de Côtes-du-Rhône qui sont mes vins préférés, dont on ne parle pas assez. » Ah bravo, merci Cocorico. Julien, alors on l'a annoncé, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux seront au courant. C'est la rentrée. Justement, il y a tous les copains qui débarquent juste derrière. Grosse assemblée générale du comité des Charles de Gaulle en perspective. Et demain soir, en fait, j'avais prévu avec les copains de faire une dégustation, une verticale. Alors, qu'est-ce que c'est une verticale ? Une verticale de Château Turcan, c'est-à-dire que j'ai récupéré des vins d'une même cuvée, mais de 6 années différentes, donc de 2015 à 2010. Ok. Et on se les déguste de la plus jeune à la plus ancienne. Génial. Et on note toutes les différences. Et on se régale, et ça rigole, et ça picole, on refait le monde. Ouais. Et c'est un super moment en général. Et tu m'as appris que toi, demain soir, du coup... Mais non, je peux pas rester là. Tu peux pas rester là. Je peux pas, parce que le lendemain matin, je travaille, c'est-à-dire... je vais faire le speaker micro pour la fête de l'oignon doux de Vers du Gard. Mais je t'en reparlerai. Mais je t'en reparlerai. Putain, je vais rater ça, je suis assez déçu. Non, mais tu es moqueur, bravo à toi. Mais non, c'est un super événement et je suis très content et très fier qu'on me fasse confiance sur ça. Mais bon, on en reparlera peut-être plus tard, quoi. Donc, pour compenser ce manque qui cruel, oui, même. Bien sûr. On sait qu'à Château Turcan, dans le Luberon, on avait fait un épisode express chez eux et tout. Hein, on aime. Ils ont une cuvée bien spéciale. C'est la cuvée un petit peu haut de gamme qu'ils ont. C'est la cuvée l'agitateur. Donc, pour compenser le manque de demain, comme je suis allé acheter les vins là-bas, que la dernière fois, je t'avais fait goûter une cuvée agitateur 2009 que tu avais particulièrement appréciée. Là, cet après-midi, j'ai carafé une cuvée l'agitateur 2008, histoire de changer l'année. Énorme. Et je te propose donc, je te sers. Ah ouais. Donc on note aussi, c'est la rentrée pour la carafe en forme de pistolet d'hôpital. Exactement, où on fait pipi à l'intérieur. Voilà. On fait le clin d'œil à celui qui te l'a offert. Hein.
Oui, Merci. oui, bah, il vient tout à l'heure. Hein. Non, mais je le lui dirai en face, il n'y a pas de souci. Hein. Waouh. Merci beaucoup, hein, super, Voilà. super belle surprise. C'était pas prévu. Non, c'était pas prévu. Dans le déroulé c'est pour ça qu'il y a d'épisode, des blancs entre chaque phrase depuis le début. Ah, c'est Donc, pour ça que Julien, t'étais stressé. à cette Santé. nouvelle année, Trincon, je fais le train. Ouais, titre encore une fois. Et mais merci beaucoup. Parce que, oui, comme tu le disais, c'est les vendanges. Oui, Et pas n'importe lesquelles, puisque ce sont mes premières vendanges. et oui, voilà. Et donc, les premières vendanges de ce projet un peu fou que j'ai entamé il y a 3 ans maintenant. Ouais. Donc, voilà, ça y est, non sans émotion, j'ai vu donc la machine qui est arrivée dans la vigne, qui a pris le raisin, on a mené tout ça à la cave, etc. T'as pas pleuré quand tu les as vus partir? J'ai pas pleuré, mais sur le coup, tu dis, ouais, ça y est, c'est pour ma gueule cette fois-ci. Et c'était pas mal. Ça a été compliqué parce que la météo n'était pas avec nous, il faisait que pleuvoir pendant ce temps-là. Bon, pas de chance. Hein. Ouais, ça arrive. Et donc, en gros, lorsqu'on a appelé, donc on l'a pas fait à la main cette année. Par contre, l'année prochaine, on le fera. On fera un commando de copains. Donc, on se prendra une journée, on fera ça le matin, l'après-midi, on fera le barbecue, Écoute, il y a l'apéro, tout ce qu'il même faut. mon patron qui veut m'a le dit, faire. il m'a dit, Julien, il vendange cette année ou pas? Qu'est-ce qu'il fait? Moi, je suis chaud, je viens et tout. Chiche. Ah ouais, mais Excellent. il est gras chaud, quoi. Bon, mais écoute, Voilà. on en reparlera. Daniel, on t'attend. Voilà. Voilà. Ouais. Donc on en reparlera dans un an, on va se programmer tout ça. Et donc là, oui, en effet, c'est un prestataire, donc un mec avec une machine à vendanger, un énorme truc qui arrive. Et en fait, c'était un matin super tôt, il a fallu que j'y aille, puisque je ne sais pas si tu te souviens, je t'avais expliqué que j'avais installé une clôture électrique tout autour. Oui, pour les sangliers. Voilà, pour les sangliers. Sauf que contre ça, les sangliers. voilà, contre les sangliers. Et ça, il fallait l'enlever, bien entendu, avant que la machine arrive. Oui. C'est plutôt logique. C'est mieux. Sauf que quand tu sais que la machine arrive à 6h du matin, il faut l'enlever juste avant, parce que si tu l'enlèves la veille au soir, toute la nuit, c'est open bar. Les sangliers, les poilus, ils se régalent. Donc, tu te lèves à 4... Enfin, je me suis levé à 4h du matin. J'arrive une heure et demie avant. J'ai le temps d'enrouler mes câbles, tout ça, facile. Sauf que, comme à chaque fois, quand je dis ça, c'est toujours facile, ça ne l'est jamais. Donc, un truc compliqué. J'avais les bobines pour essayer d'enrouler le câble, tout ça, ça m'a saoulé. J'ai tout mis en boule, j'ai tout coupé, j'ai tout foutu dans la bagnole. Et il faisait encore nuit. Et donc là, après, le tracteur arrive. Donc, on commence à vendanger à la main ce qu'on appelle les pointes. C'est-à-dire, c'est les toutes petites rangées qui servent à rien de faire à la machine. Donc, autant le faire à la main et au seau. Et là, le jour commence à se lever. Et là, tu dis, ça y est, on y arrive. Et là, tu as l'impression, il aurait fallu mettre peut-être le son des Valkyries. Là. Comme les hélicoptères dans là, tu vois la Apocalypse grosse Now. machine arriver au bout du chemin, derrière avec les tracteurs et les gyrophares. Là, tu commences à vibrer pour de vrai. La machine se met en position, c'est-à-dire, ça y est, elle commence à enjamber la première rangée. Et là, qu'est-ce qui se passe? 1 goutte, 2 gouttes, 3 gouttes, 4 gouttes, il se met à génial, pleuvoir. super. Et donc, non, on ne peut pas vendanger quand il pleut parce que non. ça rajoute de l'eau dans les... Donc tant bien que mal, on s'est mis à l'abri sous les chênes, on a mis des bâches sur la remorque, etc. Donc ça a été un petit peu folklorique. Mais après, voilà, ça y est, on a ce raisin. Donc on a pris le tracteur, on a pris la benne et on est allé à la cave coopérative d'Estésargues. D'accord. Alors, pourquoi c'est important? Ça l'est pour moi, puisque c'est, comme tu le sais, je travaille d'un point de vue salarié, donc pour le domaine d'Andaison, qui est un super domaine, dans une super cave, qui est donc la cave d'Estésargues. Et la cave d'Estésargues, c'est une cave coopérative, mais qui a une super réputation, et c'est très... Enfin, en gros, tu peux pas y rentrer comme ça. Tu peux pas dire, bon, j'ai des terres, j'aimerais y rentrer. Ouais. Et puis, ça a mis longtemps, mais là, ça y est, officiellement, donc, j'ai créé une société qui s'appelle le Domaine de Montravel, et qui est... Voilà. Donc, voilà. Pourquoi donc Pourquoi donc Est-ce que ça a un intérêt, ce nom, ou c'est juste des lettres que tu as jetées Non, ça a une histoire, puisque alors c'est totalement anecdotique, il n'y a que moi qui comprends, mais je m'en fous, puisque voilà, tu seras plus tout seul après. Voilà, donc je te mets dans la confidence, et si ça se sait, je sais que c'est toi. Alors, le Domaine de Montravel, pourquoi? Puisque, en fait, c'est un hommage à un personnage qui est le comte de Montravel. Je vais même te donner son nom complet, accroche-toi. Ouais. C'est Louis-François Théodore de Tardy de Montravel. D'accord. Waouh, déjà ça fait beaucoup sur la carte d'identité. Beau pédigré. À l'époque, beau pédigré. Donc, c'est un monsieur qui est né en Ardèche en 1837 et qui est mort à Vers-Pont-du-Gard en 1923. D'accord. Pourquoi? Vers-Pont-du-Gard, c'est là où j'ai ma première vigne. Et donc le papy qui m'a vendu cette vigne, donc qui est le grand-père de mon épouse,
chaque fois que je le vois, chaque fois il me parle du comte de Montravel. Là, c'était le château du comte de Montravel. Lui, il l'a acheté quand il est revenu. Donc, il est arrivé en France, une main devant, une main derrière, d'Italie, et il savait à peine lire et écrire. Et il a réussi petit à petit à acheter constituer son domaine, et il a toujours avec fierté, il me dit, là, la maison que j'ai, c'était les tables, c'était les écuries du comte de Montravel. Et à chaque fois que je le croisais, il me parle toujours du comte de Montravel. Et donc, je me suis dit, la plus belle chose que je puisse faire pour lui rendre hommage, c'est d'appeler cette société le domaine de Montravel. Chouette. Donc voilà pour l'origine de ce nom-là. Et ce bonhomme, donc le comte de Montravel, il était zouave pontifical. Je l'ai noté parce que bon, quand même. Alors déjà, à ton avis, c'est quoi? Vas-y, tu te lances. C'est quoi un zouave pontifical à ton avis? La de but en blanc. Je sais pas. C'est comme un bouffon du roi, mais pour le pape. Non. Non. Non, je sais pas. Je sais pas. Non, les zouaves, putain, c'est quoi déjà les zouaves, c'est une unité militaire qu'on avait en France. Après, je crois que c'était un peu colonial, donc on va dire après la Seconde Guerre mondiale, ces unités, je pense, qui ont disparu. Et quoique, peut-être que ça existe encore, les régiments de zouaves, je sais pas. Mais dis-toi que dans mon ancien travail, l'adresse était la rue du 12e régiment de zouaves. D'accord. Bon, peu importe. Et en fait, ce bonhomme, donc à la fin du 19e siècle, est parti combattre pour le pape. Contre l'unité italienne. Donc, je te refais le cours d'histoire vite fait. Tu sais, avant, l'Italie, c'était pas un pays uni, c'était plein de royaumes différents. Voilà. Et dont une grande partie, c'était donc les États pontificaux. Et quand ils ont essayé de réunifier l'Italie, le pape n'était pas trop d'accord parce qu'il allait se faire un petit peu carotter tous ces territoires. Forcément. Et donc, il y avait des volontaires, des Français, pour aller combattre pour le pape. Donc voilà, ce monsieur, c'était un zouave pontifical, capitaine des mobiles, chevalier de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre de Pie IX. Voilà, quoi. Donc voilà qui est monsieur le comte de Montravel. Et donc à travers, donc je reviens un petit peu sur ces vendanges. Vas-y, je t'en prie. Le fait d'avoir mené donc voilà mon raisin donc à Estézard, où j'ai été accepté donc à la cave coopérative d'Estézard, c'était un petit peu pour moi l'objectif on va dire à court terme de mon changement d'orientation professionnelle, où lorsque j'ai tout claqué dans mon ancien boulot, je dis voilà, je veux aller travailler dehors, je veux aller travailler dans les vignes, et pourquoi pas avoir mon propre domaine, etc. Donc là, aujourd'hui, sans prétention, comme tu le sais, j'ai même pas un demi-hectare de vignes, c'est absolument que dalle. Mais c'est le premier, c'est le marchepied, c'est on va dire la première étape vers le reste. Donc, et le reste, c'est quoi? C'est acquérir d'autres terres, d'autres vignes, donc ou en fermage ou en achat. Mais bon, bien sûr, on va y aller mollo pour le moment. Et donc du coup, parce que bon là, du coup on en profite, c'est le premier épisode de la saison. On se revoit depuis un petit moment là. Tu disais tout à l'heure que ça fait 3 ans que tu t'es lancé. Ça fait à peu près 3 ans qu'on fait du podcast. Ouais. C'est peut-être le moment de faire un petit bilan. Alors comment tu évoquais justement à l'instant. Donc on rappelle que tu étais prof de communication à l'IFC d'Avignon. Ouais. Voilà, pour ne pas la nommer. T'as tout envoyé de cul, comme tu dis souvent. T'as tout envoyé paître pour devenir vigneron, salarié. Tu commences à avoir tes terres et tout, machin. Ça suit son cours, c'est cool. Alors oui, pour faire le lien avec un petit bilan, Alors ce dont j'ai envie de te parler, c'est justement le fait de quitter ce que tu as. Donc on te dit toujours, tu sais ce que tu perds, mais tu sais pas ce que tu gagnes, quoi. Oui. Et donc voilà, tu as parfaitement résumé. Bon, j'étais prof de com dans une école, mais pas que. Mon vrai poste, c'était responsable communication. J'avais les 8 écoles. En gros, je sortais plus la tête de l'eau. C'était limite que les heures de cours que j'avais, c'était ma récréation. C'est là où je me régalais le plus, mais j'en avais que quelques heures par semaine. Et c'est là où tu dis, bon allez, on arrête tout ça. J'avais besoin de repartir à zéro. Parce que finalement, tout ce métier que je connaissais, donc le métier de la communication, que je maîtrisais quand même pas mal, je pense, j'avais toujours ce syndrome un petit peu de... Pas de l'imposteur, mais je me disais, c'est pas un vrai métier, quoi. C'est-à-dire que la com, pour moi, je m'excuse s'il y a des communicants qui m'écoutent, mais peut-être que finalement, ils abonderont dans mon sens-là. Pour moi, la communication, c'est de l'enculage de mouche, quoi. C'est-à-dire que, voilà, c'est... d'être clair. Oui, non, mais voilà, d'ailleurs, c'était mon premier patron qui m'a tout appris, qui m'avait dit ça. Voilà, on va vous apprendre à enculer les mouches. Et je trouve que c'est exactement ça. Même si... il y a plein d'exceptions, mais voilà, pour moi, c'était pas un métier. Je m'étais dit, demain, je change de boulot. Je sais même pas si je peux me vendre en disant bonjour, je sais faire de la communication, je sais faire ceci, je sais faire cela. Je me sentais pas, tu vois. Même si c'est un métier que j'aime, j'ai gardé mon activité de graphisme par exemple parce que ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est tangible. Mais à côté de ça, la communication c'était
je me faisais chier. Enfin, je m'ennuyais terriblement autour de ça. Ça, on peut le comprendre. Donc finalement, quand je suis parti de tout ça, je me suis dit c'est bien. Je pars de zéro, puisque je me suis dit, bon, je vais aller dans les terres. Et à part avoir planté 4 pieds de tomates en été dans un potager, mon expérience agricole s'arrêtait à ça. Et donc, avec toute l'humilité possible, c'est de dire, bon, ben voilà, tu commences tout en bas, tu tiens un râteau, tu tiens un sécateur, on va te montrer comment il faut faire, quoi. Et au bout de ces 3 années, donc finalement, j'entame même ma 4e année d'activité donc agricole. Alors, les premières années, difficiles, hein, parce que tu changes quand même de statut, y compris financièrement. Hein. Exactement. Donc, c'est là où je voulais en venir. Donc là, tu es très talentueux en interview, mon cher Maxime. J'en ai 2-3 derrière. Mais ouais, le statut social, c'est... sur le coup, la première année, c'était un peu moins un défi. J'avais envie de prouver à la terre entière que je pouvais le faire, je pouvais résister. Que tu menais ta barque. Machin. Et après, quand tu commences à revoir un petit peu ce que tu as laissé derrière toi, c'est clair que tu laisses derrière toi un statut social. Et ça, pour moi, c'est pas important, je m'en balèque complet. Oui. Mais par contre, je le vois dans le regard des autres. Parce que je pense sans me tromper que si on faisait une échelle sociale, tu vois, en France, tu as les animaux, les ouvriers agricoles, et ensuite on peut commencer à poser un petit peu. Donc vraiment, mais en toute sincérité, les ouvriers agricoles, c'est une classe sociale, on est tout simplement des merdes, quoi. Ce qui fait que des personnes que je connaissais d'avant, quand je leur ai dit que je faisais ça, ils m'ont dévisagé et puis ils m'ont plus jamais parlé, quoi. D'accord. Donc, pour te dire à quel point, tu vois, ça marque. Et puis voilà, quoi, tu te dis, bon, mais tant pis, t'as perdu on m'appelle plus jamais monsieur, donc c'est ça aussi qui est rigolo. Enfin voilà, tu perds, on va dire, un certain confort, en tout cas social, mais surtout même les relations sociales. Donc, tu vois, les collègues de travail, etc. La machine à café, tu allais au restaurant le midi, tu faisais des soirées réseau, des after-work, etc. Tout ça s'arrête du jour au lendemain, mais pas par choix, hein, ça m'est pas tombé dessus comme ça. Mais finalement, tu dis, c'était autre chose et il y avait des côtés quand même plaisants. Et c'est vrai qu'une fois que tu as passé un petit peu, en tout cas pour ma part, une fois que j'ai passé un peu toute la haine que j'avais dans mon ancien travail en me disant, allez, je rejette tout ça. Une fois que tu as passé ce cap-là, te fait entre guillemets ton deuil, après tu commences à avoir un petit peu des moments de nostalgie où tu te souviens que des bons moments. Tu oublies très rapidement les mauvais moments et puis bon, après tu es un peu nostalgique par rapport à ça. Mais ce qui m'a toujours remis dans le droit chemin, c'est de me dire, ouais, mais pense à ce que tu as subi à tel et tel point, telle et telle chose. Donc voilà, ça m'avait un petit peu... En général, quand tu as un petit peu de nostalgie comme ça, tu retournes voir tes anciens collègues, tu sais, l'histoire comme ça une après-midi, et ça te vaccine direct. Parce qu'ils te parlent que des emmerdes et que des... Alors ça, je me suis toujours refusé à le faire. Ouais, moi je l'ai fait quand j'ai quitté les Alpes d'Haute-Provence, où j'étais un peu paumé sur Marseille et tout, machin. Ouais. Je suis retourné les voir un jour. Et j'ai dit, non, en fait, je suis content d'être parti, quoi, tu vois. Donc ça m'a vacciné. Alors, excuse-moi, pendant que tu parles, je goûtais le vin que tu as servi là. Je te régale. Hein. Excuse-moi, mais c'est juste une tuerie, quoi. C'est bon, ça. Hein, c'est du bonbon, quoi. C'est chouette. Hein. Puis c'est structuré, et puis c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'aime. Bravo. Chouette, merci de me faire profiter de ça. C'est chouette. Pour revenir un petit peu, pour rebondir là-dessus, c'est vrai que j'avais toujours refusé d'aller voir mes anciens collègues de travail, par peur de tomber dans la nostalgie, en disant ah là là, je suis parti. Et puis finalement, non, c'était très bien comme ça. Parfois, on me dit ah viens, on se fait un repas tous ensemble, l'équipe. Je dis non, je veux pas. En fait. J'ai tourné la page et je veux plus en entendre parler. Alors de temps en temps, on me dit ouais, viens faire des conférences, des machins, maintenant que t'es dans le vin et tout. Je dis ouais non, parce que je sais que je risque de retomber là-dedans et me remettre le doute. Si je me refais un fixe... Par contre, ce qui me manque le plus, mais bon, ça c'est plus par rapport à ma... Bon, excusez-moi hein, si je parle un petit peu, mais bon, je me confie, j'ai envie, voilà, c'est un peu 36-15 my life, mais bon, c'est comme ça. Ce qui me manque le plus, c'est que dans ma personnalité, moi je suis quelqu'un qui a toujours un projet ou 2 projets d'avance en tête et on avance. Et c'est vrai que de travailler dans les vies en tant qu'ouvrier agricole, on va dire que ton intellect n'est pas non plus super sollicité. Donc ça t'apprend la patience. Ça t'apprend la patience, mais ça te laisse le temps de réfléchir à plein d'autres choses. C'est-à-dire ton cerveau est dispo. Et du coup, voilà, tu vagabondes. Ouais, je vagabonde. et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je faisais à mon ancien travail. J'avais toujours une idée en tête, je proposais et on activait les choses, quoi. Et c'est vrai que ça me manque. Parce que parfois, j'ai des idées par rapport à mon boulot actuel où je dis ça pourrait être intéressant qu'on essaye ça, qu'on fasse ci, qu'on développe ça. Et en fait, j'ai toujours un non catégorique. Et c'est même pas un non, on va pas le faire, c'est non, on passe. Ça fonctionne bien comme ça, il y a aucune raison qu'on change. Et en fait, il passe donc des heures, pas des heures et des heures, j'exagère encore une fois, mais toute l'énergie n'est pas dans la mise en place d'un projet, mais justement dans tout casser en disant non, mais ça c'est pas bien parce que ça c'est ci, parce que ça. Et ça, je le vis très très mal.
Ouais. Parce que finalement, je me mets dans un carcan où je suis pas à l'aise. Donc c'est pour ça que je développe plein de choses à côté, Oui. qu'on a tire-bouchon ensemble, que j'ai mon activité de graphisme, que j'ai les abeilles. Enfin voilà, ce qui fait que moi j'ai besoin de mettre des choses en place. Et c'est vrai que j'ai un de mes deux patrons, pas les deux, mais et voilà, un des deux est très, je t'apprends le mot si tu le connais pas, pusillanime. D'accord, non, je ne connaissais connais pas. pas. Non. Mais voilà, si vous ne le connaissez pas, allez voir dans le dictionnaire, vous pouvez le ressortir en soirée. Pusillanime. En gros, c'est ne jamais aller de l'avant, craindre avoir toujours peur d'avancer et manquer de cran, quoi. Ok. Oui, parce que moi, mon autre patron m'a toujours dit, c'est quand une société elle va bien qu'il faut penser à l'avenir. Il ne faut pas attendre d'être dans la merde pour initier des changements, parce que c'est là que tu te fous dans la merde. Donc c'est quand tout va bien qu'il faut faire changer les choses, quoi. Et je suis d'accord avec toi. Voilà. Pardon, j'ai la bouche pleine. Je ne pensais pas que ce morceau de saucisson était aussi gros. Écoute, Julien, si ça peut te rassurer, pour moi, tu resteras toujours le même illustre connard. Ah oui, ça je le revendique. Et surtout, très important, il ne faut surtout pas changer. Tu n'as pas changé toutes ces années. Gardons ces valeurs-là. Mais voilà, au-delà de ça, voilà, ça c'est, on va dire, mon feedback à l'instant T. Ouais. Mais s'il y a des personnes autour de nous et qui nous écoutent notamment, qui veulent faire ce pas, se dire bon ben voilà, je veux tout changer, je suis cadre supérieur, machin, je veux changer de vie, je veux faire ceci. Ouais, il faut faire gaffe quand même. Parce que c'est bien beau de tout envoyer péter comme ça et d'y aller franco. Moi, personnellement, j'avais la chance de partir dans un milieu, on va dire, familial. On va dire, j'étais quand même préservé. Donc oui, tu avais quand même des planètes un peu alignées. C'est ça n'a pas été, je suis pas allé au bout du monde, dire, bon, mais voilà, j'y vais comme ça. Donc ça, je l'avoue. Tu t'es pas levé un matin en disant, non, je vais pas au bureau, je vais faire ça. Voilà, sans aucune notion de quoi que ce soit, quoi. Donc, il faut faire gaffe à ça parce qu'il faut que le physique tienne, quoi. Parce que c'est quand même, un métier physique et il faut supporter les températures. En été, il fait très chaud. En hiver, parfois, il fait très froid. Parfois, tu as mal, même souvent, tu as mal au dos, tu as mal aux doigts, tu as mal aux mains, tu as mal de partout. Donc, voilà, il y a ce facteur, ce critère à bien prendre en compte. Et voilà, il faut pas s'imaginer ça. Voilà, c'est pas la vision bobo romantique de l'agriculture. Voilà, j'entends les oiseaux le matin quand je me lève, quoi. C'est bien, tu l'as. Mais à côté de ça, il y a plein d'autres trucs, quoi. Donc voilà, quoi. Mais bon, si je suis arrivé à ce constat et notamment, on va dire, à ce changement de vie, c'est grâce donc à Thierry, donc un de mes deux patrons qui est l'oncle donc de mon épouse, qui voilà, en gros c'est mon maître Jedi, hein, c'est lui qui m'apprend tout et puis moi je me régale à travailler avec lui, tu vois. Enfin, quand je suis auprès de lui, j'ai pas l'impression de travailler, quoi. Thierry, on veut l'emmener devant le micro depuis un moment, mais il veut pas. Et pourtant vous ratez quelque chose, hein, parce que c'est un personnage. C'est un personnage. Peut-être qu'un jour on essaiera de lui faire en tout cas au micro son imitation de commentateur de Tour de France. Alors il est fameux. Ça c'est incroyable. Là, il peut tenir en impro, je pense 1 heure facile. Ah bah tant qu'il y a du vin. Ah ouais. Et il y a une deuxième personnage qui m'a beaucoup aidé, notamment dans la dernière partie du projet, notamment l'acquisition de vignes. C'est Laurent, donc un des cousins de mon épouse. De toute manière, je dis que c'est l'oncle de mon épouse, le cousin de mon épouse. Enfin, moi, je les considère comme ma famille également. Enfin, j'ai jamais fait de distinction depuis que je suis donc avec mon épouse. Et donc c'est Laurent, qui. Oui, puis on voit comment ça marche les familles italiennes. Hein. Ouais, c'est vrai que ça mange des pâtes, c'est ça que tu veux dire. Oui. Non, mais enfin voilà, il m'a toujours conseillé, il m'a toujours poussé. Lui aussi, il est un peu dans le même tempérament que moi. Et voilà, il faut toujours un projet en tête pour avancer. Que ça bouge, Et donc, c'est lui qui exploitait la vigne que j'ai aujourd'hui. C'est lui qui a fait tous les traitements. Cette année, il s'en est occupé. Il a griffonné tout ça. Ouais, donc, en plus, il t'a grave aidé pour cette première année. Il m'a grave aidé. Il m'a dit, voilà, moi, on m'avait aidé quand je me suis lancé. Donc voilà, je t'aide cette année. Après, démerde-toi. Et il a bien raison. Et donc voilà, là, je le remercie. Et donc, il est lui aussi dans un super projet. Donc, tu te foutais tu t'en moquais tout à l'heure. Donc, il faudra que tu en répondes devant lui. Donc, il est l'oignon doux de Vers-Pont-du-Gard. Le fameux oignon doux de Vers-Pont-du-Gard. Alors, en fait, c'est un oignon... tu connais, étant un sommière, c'est pas très loin d'ici, l'oignon doux des Cévennes. Oui, du Vigan, tout ça. Il y en a dans tous les maraîchers. C'est ça. Donc en gros, c'est un oignon qui est pas fort, donc tu peux le manger. J'exagère en disant comme une pomme, mais presque. En gros, il fait pas pleurer, quoi. Sauf qu'à Vers, ils ont des trucs qui sont énormes, qui font la taille d'un petit ballon de handball, quoi. D'accord. Pour te donner un petit peu. Ah oui, c'est des pamplemousses. Ah ouais, c'est énorme. Ouais. Et encore, ils ont tout structuré, ils ont créé la marque, ils veulent déposer quand tu dis Vers, c'est Vers-Pont-du-Gard et ça porte bien son nom, c'est vraiment au pied du pont du Gard. Voilà, le pont du Gard est sur 2 communes.
Oui. Donc il y a une berge, c'est Vers-Pont-du-Gard, et l'autre berge, c'est le Remoulin. C'est Remoulin, voilà. Donc c'est plus classe Vers-Pont-du-Gard, allez-y. Ouais. Donc c'est un super village, d'ailleurs tout en pierre de Vers. Donc, C'est très beau, Vers-Pont-du-Gard. qu'on appelait également donc, la pierre du Pont-du-Gard. Et donc je m'attarde très rapidement, après on poursuit. Vas-y, je t'en prie. Donc sur ce fameux oignon doux de Vers, donc Laurent il est à la tête de l'association donc qui gère peut-être un jour l'IGP, l'AOP, j'en sais pas, mais ils veulent vraiment déposer cette qualité, cette espèce, je sais pas comment, variété, merci. Enfin, tu me l'as pas dit, mais... non, mais écoute, je parle à la personne qui est dans ma tête qui m'a soufflé. Ça me fait plaisir. Et donc demain, donc on va dire, là demain nous serons le 20 septembre 2020. Oui. Et donc il y a la foire annuelle, donc la fête de l'oignon doux de Vers, qui rassemble plein d'exposants, les producteurs locaux. Et l'année dernière, ils sont passés sur France Inter, ils ont été interviewés par j'arrive jamais à dire son nom en entier. L'animateur, ou présentateur, donc on va déguster sur France Inter. Oui. Moi, j'ai pas la mémoire des noms. Tu me demandes ça, moi, vous savez qui c'est. Là, tout le monde l'adore, ce type. Et donc, en fait, il a été interviewé. Donc, il a été à Vers-Pont-du-Gard. Il a interviewé Laurent. Et donc, ils ont eu l'année dernière 5000 visiteurs. Enfin, ça a explosé dans tous les sens. Les émissions de télé, presque, donc les cuistots des émissions de télé qui appelaient pour en avoir pour leurs recettes, etc. Ah ouais, d'accord. Donc voilà, si vous connaissez pas, allez sur Facebook. Ils n'ont pas de site internet encore. C'est l'oignon doux de Vers-Pont-du-Gard. Et c'est juste une tuerie. Donc, allez voir ce qu'ils font. C'est hyper local, c'est hyper intimiste pour le moment, la production. Et ça a le mérite d'exister et surtout, ça a le mérite d'être connu. Voilà, j'arrête. C'est quoi cette histoire de speaker alors que tu disais tout à l'heure? Non, mais là, c'est pas curiosité personnelle. Qu'est-ce que tu vas faire? Du coup, je vais faire tu sais, le mec qui saoule dans les supermarchés généralement, là, qui dit oui, donc la boîte de raviolis est au prix de 53 centimes. Là, je vais faire la même chose pour la. Tu fais le battleur, quoi. Ouais, okay. Non, mais en fait, c'est vrai que chaque année où j'y suis allé, je disais à Laurent, il manque une animation micro, un mec qui parle, qui interviewe un peu les gens, etc. Et il m'a dit, c'est une bonne idée. Ben vas-y, voilà. Donc, Laurent, il manque une âme à ton festival, bordel. Donc c'est pour ma gueule. Non, mais je suis content. Je suis très content du rendre service. Et puis c'est pour un super, c'est pour un super truc. Donc voilà, je serai au micro, tant bien que mal. S'il pleut pas, parce que il nous annonce un peu un épisode Sevenol pour changer un peu. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on enregistre un épisode, et tu as raison. Là, ça craint parce que si on fait ça sur 2 jours, c'est que demain on doit se faire la rando et on doit escalader le Pic Saint-Loup. Oui, accessoirement. Escalader, marcher jusqu'en haut du Pic Saint-Loup. Et c'est fortement compromis parce que il n'a pas plu depuis des millions d'années. Et là, demain, on a prévu un truc. Et ils annoncent la flotte. Et on va se lever à 6h30 du matin. On va devoir descendre en Zodiac pour aller acheter le pain, quoi. Donc, ça s'annonce compromis tout ça. Ouais. Julien, donc, oui, c'est moi. En conclusion, bilan positif sur ces quelques dernières années. Je regrette pas d'avoir quitté le boulot que je faisais. Je suis content d'avoir vécu cette expérience et en tout cas d'être allé jusqu'au bout, c'est-à-dire de ne pas craquer. Moi, ça ne fait que commencer. Ouais. Après, je ne sais pas si je vais faire ça toute ma vie. Parce que après, c'est tout moi. C'est qu'une fois que j'ai arrivé à mon objectif, c'est plus drôle et il faut passer à autre chose. Donc, sauf que là, on ne peut pas passer du coq à l'âne, mais peut-être garder en activité secondaire et changer d'emploi, ne plus avoir cet emploi salarié là. Je sais pas. Honnêtement, pour le moment, c'est très bien comme c'est. Je suis heureux où je suis content. Avoir plusieurs jobs, avoir tes terres d'un côté et être salarié à Dandaison de l'autre. Ou avoir mes terres. Oui. Et avoir notre job sans être ouvrier agricole, mais voilà, on va partir sur autre chose. Mais bon, ça c'est pas du tout d'actualité, mais c'est toujours bien de s'imaginer quelques petits scénarios. Ouais, c'est chouette. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs that jingle too, a song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made
spurs and help me pass the time. And I will give to you summer wine. Oh, summer wine. My eyes grew heavy and my lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time. And I will give to you summer wine. Summer wine. When I woke up, the sun was shining in my eyes. My silver spurs were gone, my head felt twice its size. She took my silver spurs, $1 and a dime, and left me craving for more summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off those silver spurs and help me pass the time. And I will give to you my summer wine. Oh, summer wine. Good morning, Thierry. Yes. Alors pendant la pause musicale, il y a l'ami David que vous avez déjà entendu dans les épisodes de dégustation qui nous a rejoint pour le comité extraordinaire, le comité de direction du comité des Charles de Gaulle. L'Assemblée Générale, voilà exactement, qui nous a rejoint. David, bonjour. Oui, bonsoir. Enfin, on peut presque dire bonsoir. On peut dire bonsoir. Ouais, on peut dire bonsoir. mais T'es content d'être là? Ben, je suis super content. De t'être improvisé dans un épisode. Voilà, j'arrive dans le Gard, il est 19h, il fait presque nuit, Ouais, c'est parce et que il va pleuvoir. il Mais on menace. m'a dit c'est Alors, normal. Encore une averse, ma gueule. Tiens, tends-moi ton verre. Voilà. Ben, tu seras pas venu pour rien. Donc alors attends, alors là je te sers un vin un petit peu particulier, c'est la cuvée l'agitateur du Château Turcan. Ah oui, agite donc. Alors il faut. Alors pendant que tu t'agites, il faut- donc, il on faut a, pas on dire a un aux autre autres, membre du comité des Charles de Gaulle qui nous a rejoint. Oui. L'ami Milez. Allez, approche-toi du micro et dis un petit bonjour, bonjour bien festif. Il a essayé de nous faire la bise, hein, quand Ouais, même. hein. ouais, moi je me suis fait avoir, moi je suis sympa. Bonjour tout le monde, bonsoir plutôt. Voilà, merci. C'était Milez. Voilà. Bravo, on l'applaudit. Bravo, 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 bravo. C'est à peu près tout ce qu'on Voilà, a. donc comme on vous l'a dit précédemment, donc là, ça va être la grosse réunion de tous les copains autour de Tire-Bouchon. Pour la rentrée. Et donc exactement. là, nous avons les deux précurseurs qui viennent d'arriver. Hein. Donc on est super content de C'est- les avoir. C'est les deux qui ont le plus soif, ils sont là le plus tôt. Alors, juste avant de reprendre, j'aimerais Oui. juste faire un petit clin d'œil par rapport à l'interlude musical que nous venons d'avoir. Oui, tout à fait. Donc, c'est le Summer Wine. Donc, qui, tout bon bilingue que nous sommes, ça veut dire Le vin de l'été. Le vin de l'été, bien Parce sûr. que, voilà, on est un peu encore Ça en parle été. du rosé. Ouais, non, ça pourrait très bien. Ah, il reste quelques jours. Alors, c'était un morceau de Nancy Sinatra. Oui. Et le monsieur, il s'appelle, je sais pas s'il est toujours vivant, Lee Hazelwood. Et en fait, pourquoi cet interlude? Ça a été repris très récemment par Clara Luciani, donc en français, Ah en oui, duo d'accord. avec, donc David, je pense que tu vas savoir de qui je parle, en duo avec Alex Kapranos.
Le fils de Nikos Aliagas. Non. Non. En effet, le fils illégitime de Nikos Aliagas. D'accord, ok. Non, c'est le leader de Franz Ferdinand, te souviens-tu? Ah, bah voilà, tout de suite, ça va mieux. Tout à fait. J'avais oublié son nom. D'ailleurs, c'est un concert qu'on était allé voir tous les deux aux arènes de Nîmes il y a fort longtemps. Le siècle dernier, non? Ouais, au moins. On a payé nos places en francs, c'est ça que tu veux dire? Pas loin. Alors, trêve de galéjade, mon petit Max, Oui, tu as des choses à nous dire. j'ai plein de choses à vous raconter. Aujourd'hui, Julien, je vais te parler d'argent. Money, c'est ça qu'on aurait dû mettre. Merde. Je vais te parler d'argent pour plusieurs raisons, à plusieurs titres. Déjà parce que tu me dois 20 Tu balles aimes ça tu me dois 20 balles de la dernière fois et Ah moi ouais j'aime pas trop bien quand on me doit de l'argent. Non, je plaisante. Et puis C'était 35. et puis parce qu'un jour je me faisais un petit peu chier à la maison et je me suis dit tiens, je vais aller voir sur les sites d'enchères. On entend souvent parler des enchères du vin. Ouais. Et je me suis dit, tiens, je vais aller voir, je vais me renseigner là-dessus, puisque j'y suis totalement hermétique, a priori, quoi. Je m'en fous un peu. Par curiosité, je suis quand même allé voir, aller y faire un tour. Et j'ai affiché un petit peu les classements. Donc, je suis allé sur Ideal Wine. Je ne sais pas si tu as déjà vu passer ce site. Non, jamais. Ça m'a l'air d'être un peu une espèce de référence dans la francophonie du vin, on va dire. Il y a d'autres sites anglais qui sont bien sérieux et tout. Il y en a plein d'autres, quoi. Mais celui-là, en France, a l'air de faire un petit peu référence. J'ai bidouillé un moment. J'ai pas trouvé le site super bien foutu, mais j'ai bidouillé un moment avant d'essayer de faire un classement des vins les plus chers aux moins chers. J'ai isolé le lien, on le mettra en description de l'épisode, comme ça les gens n'auront pas besoin de chercher s'ils veulent se J'ai livrer. noté qu'il faut le faire, oui. S'ils veulent se livrer à l'exercice, c'est assez rigolo. Et donc je suis allé des vins des plus chers aux moins chers. Et donc le numéro 1, si tu veux savoir. Le plus cher ou le moins cher, du coup? Le plus cher. Ouais. Le plus cher, c'était un Saint-Émilion, Château Cheval Blanc, à 7 000 € l'enchère. L'enchère. Et c'est parti à combien, tu le sais? Non, ça je Non, sais oui. pas. C'est les ventes en cours, donc c'est pas des valeurs absolues que je vais t'annoncer là, celles que j'ai. C'est les enchères du moment. Elles sont à ce niveau-là, sachant que Ideal Wine, d'après ce que j'ai compris, ne prend pas en compte différents frais que le site prend et tout. Donc faut rajouter à ça à peu près une trentaine de %. Wow. Ouais, voilà. Donc ça commence à faire rush. Le top 3, allez, on poursuit. Soyons fous, continue. On poursuit sur le top 3. En fait, ils se tiennent tous dans la même fourchette de prix derrière. Tu as du Mouton Rothschild, du Pétrus, du Château Lafite, entre 4 et 5 000 €. D'accord. Ok, pareil, tu dois rajouter 30%. Qui équivaut à peu près à mon budget pour changer de voiture. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Peut-être acheter une bouteille de vin. C'est finalement. ça. Après, un petit peu en dessous, tu arrives sur les Angélus, à 2K C'est quoi euros, ça, Château Angélus. Château Angélus. Ouais, voilà. Vers 2000 €. Voilà. Puis t'as vraiment. C'est rigolo parce que tu as vraiment une hiérarchie où tu vois, dans les premières places, les Bordeaux. Derrière, tu as les Bourgognes qui s'enchaînent. Ensuite, tu as les Côtes du Rhône Nord. Vraiment tout ce qu'il y a sur la vallée du Rhône. Putain, tu peux fermer la fenêtre, David, parce que Et les en effet, mobilettes une qui mobilette passent. vient de passer. Je sais Je bien savais pas qu'il que ça fait existait chaud. encore, mais nous sommes à Sauvegarde dans le Gard. Il fait n'oublions pas. lourd, l'orage menace. On C'est a vrai bien qu'on- besoin d'air, mais On sue, mais pas que du cul. Hein. C'est ouais, vrai que- voilà, c'est ça. Et donc c'est marrant de constater que cette hiérarchie, elle existe dans les enchères. Je suis pas persuadé qu'elle existe en réel, en termes organoleptiques, en Mhm. termes de goût, en termes de saveur, en termes Ouais. de qualité de vin, tu vois. Mais finalement, C'est, ouais, c'est la marque quoi, que tu achètes, c'est Voilà, la valeur de la marque. c'est même plus le goût, c'est quoi. assez bizarrement foutu. Et donc j'ai déroulé un petit peu les pages pour voir un petit peu si on pouvait trouver des vins de chez nous. Hein. Alors, est-ce que tu en as trouvé? curieusement, j'étais persuadé de ne pas trouver de vin du Languedoc, puisque c'est vraiment ce qu'on dit depuis. Même nous, on véhicule tout ça depuis Ouais. le début. On dit qu'ok, dans le Languedoc, ils font des très bons vins. Et ils font des très bons vins. Oui. Moi, je suis client, il n'y a aucun Mais souci c'est pas les plus là-dessus. connus en France. Mais hein. il n'y a pas de tête d'affiche et tout. Eh ben, figure-toi que non, mon Je cher me ami. figure, oui. Dans la province d'Aniane, tu as déjà entendu parler des vins d'Aniane. Absolument pas. Voilà, c'est au nord de Montpellier, là. C'est presque en terrasse du Larzac, c'est un peu avant. Ok. Voilà. Tu as un vin en IGP, Pays d'Hérault, la Grange des Pères de Laurent Vaillé, 1993, qui est en vente aux alentours de 1 000 €. Wow. Donc toujours les 30%. Et c'est vraiment ce domaine-là qui fait office de figure de proue pour tout le Languedoc, quoi. C'est vraiment. Mais comment on en arrive à ça? Comment tu quelqu'un- arrives à être référencé justement en Ben, figure de proue ou J'en sais rien. dans ces catalogues? J'en sais rien, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, c'est de. Beaucoup de renommée, je pense. C'est de la renommée, c'est de l'histoire, Mhm. je pense. Mais Est-ce que c'est pas du réseau et de l'influence et du lobby? Écoute, Julien. Ah
Écoute, on en parlera au professeur Raoult, qui doit avoir un avis là-dessus, comme sur le reste. Et la chloroquine, elle est à combien là? Alors bon. Et puis j'ai déroulé, et pour trouver un Côte du Rhône Sud, il faut descendre du câble, quoi. faut pas... Joli. Il faut descendre en page 3, et on tombe sur le fameux Château Rayas. Ouais. Que tout le monde connaît. Vous connaissez Château Rayas? Oui, voilà, ok. Châteauneuf-du-Pape, Château Rayas, un vin qu'on aime. Et justement, ça m'a rappelé une interview que j'avais lue et que j'ai pas retrouvée, ça m'emmerde un peu, de justement Emmanuel Reynaud, donc le propriétaire du Château Rayas, qui disait que lui faisait des vins pour être bu et pas pour être vendu. Et justement, ça l'énervait, ça, ce genre d'attitude. Quand il voit une de ses bouteilles sur ses sites d'enchères, tout ça là, il repère le client. Et paf, il le rase. Non, Château Rayas, ça sort 10 000 bouteilles par an. D'accord. C'est-à-dire que dalle. C'est hyper intimiste. Ils ont 17 hectares, si je dis pas de conneries. Et ils sortent des rendements, ils sont entre 5 et 14 hecto-hectares. Donc ils ont vraiment des tout petits rendements en moyenne, c'est 7,5. Oui, donc ils doivent bien bichonner les souches. Voilà, c'est ça. C'est quelqu'un de passionnant, Monsieur Reynaud. J'aimerais beaucoup l'interviewer dans le cadre de Tire-Bouchon. Est-ce que ceci est un message, mon cher Maxime? C'est un appel du pied plein et entier. Monsieur Reynaud, est-ce que vous acceptez? Si vous nous écoutez. S'il vous plaît. Est-ce que tu veux qu'on fasse une demande genre la roumain au feu rouge? Si vous plaît, c'est ça. On est la maladie du cœur. Mais non, mais j'aimerais beaucoup lui parler à plusieurs titres, et je vais revenir sur ces éléments-là dans la discussion là. Oui, il fait très chaud, je suis désolé. Je suis pas responsable de la météo. Je pense que c'est peut-être le vin aussi qui nous fait ce délicieux vin qui nous fait transpirer. La cuvée l'agitateur de Château-Turcan. Ah là là. 2008. Tiens, David, t'en penses quoi, toi? Après, t'en as une canne que tu as sifflé comme ça, de but en blanc. Je n'ai toujours pas goûté l'agitateur, donc dès que j'aurai fait éventuellement mon avis sur l'agitateur, je reviendrai vers vous pour me redonner. Et toi, mon petit Minas, qui est en train de terminer son pareil. canne aussi. Mais c'était non, allez, on vous fait une confidence, c'est qu'il faut le finir avant que les autres arrivent, quoi. Ouais, parce que j'en ai qu'une. Surtout pas le partager avec eux, quoi. Déjà, moi, je voulais pas le partager avec vous. En plus, vous êtes arrivé plus tôt. Alors, c'était pas prévu. Tant mieux pour vous. Mais ceux qui arrivent, ce sont les Marseillais, donc parce qu'il n'est pas là demain. Voilà, les gens des Bouches-du-Rhône, ils savent pas déguster comme il faut. Oh non, c'est soifant. Déjà, ça sent super bon. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est une tuerie. Et donc, où en étais-je? Oui, bien sûr, je faisais un appel du pied à Monsieur Reynaud, donc de Château Rayas, où lui, il disait que justement, voilà, il trie ses clients sur le volet, il cherche des passionnés, parce que ça vaut, je crois, au domaine plusieurs centaines d'euros. J'ai pas les tarifs, mais je me suis laissé dire. Du haut de gamme, quoi. Je me suis laissé dire que ça valait entre 500, 600, voire 700 euros la bouteille là-bas, et il ne les vend qu'à l'unité, justement pour éviter ce commerce parallèle, que les gens s'en sifflent deux, où ils en boivent une, ils en mettent une à la cave, et le reste ils le vendent sur les sites d'enchères. C'est justement, tu peux pas acheter un carton là-bas quand tu peux pas aller acheter un carton. Il veut en faire profiter un maximum de monde, ça se comprend. Ouais. Bon esprit. Et il en a pas beaucoup, il en faut pour tout le monde. Il choisit ses clients. Et il a cette liberté-là. Il faudrait vraiment que tu arrives à le rencontrer, Maxime. Vraiment. Ouais, vraiment, ça serait vraiment bien. Hein. Mais c'est exactement un reportage que je t'avais conseillé, Maxime, une fois, de regarder un peu ces grosses maisons dans le vin, notamment, qui avaient beaucoup de difficultés à essayer de stopper un petit peu cette surenchère après de leur vin, cette escalade, qui, eux, étaient à l'opposé complète de leur philosophie. De leur philosophie première de rester dans du vin qui fait plaisir, de tout ça. Mais malheureusement, des grosses fortunes arrivent à récolter des grosses quantités de vin, et puis la totalité part à l'étranger. En plus, bien souvent, la Chine, les gros pays consommateurs, et ça gâche un petit peu c'est de la spéculation, mais comme dans d'autres. Et en fait, c'est pas des vins. Et en fait, du coup, ces vins-là, ils passent dans une autre catégorie. Oui. C'est plus des vins à boire. C'est plus des vins pour boire. C'est des vins. C'est des placements financiers. C'est des placements, exactement, comme les tableaux, ce genre de choses, quoi. Ouais. Ça arrive. Voilà. Ouais. Et donc, je veux bien croire qu'un vigneron passionné qui aime son boulot et qui perpétue une tradition, parce qu'il y a des générations à Château Rayas, et ils ont tous
Ils ont tous un Ton chat a sauté par la fenêtre, est-ce qu'on s'inquiète ou pas? Non, c'est bon. T'avais mis un carton, mais là il vient de sauter par la fenêtre. On vient d'assister à un suicide. Le chat. Le suicide d'un félinidé, mais en direct. Quoi. Rassure-nous, il y a quelque chose dessous quand même. Oui, il y a une toiture à côté, donc c'est bon. Non, on l'a vu, elle a pas trop hésité, mais elle s'est bien préparée. Bah, elle l'a déjà fait. Elle est déjà partie. fait. Ouais. Adieu. Cet épisode est complètement décousu. Oui. C'est Non, mais on l'épisode garde de le fil rentrée. rouge, mais On garde voilà. le fil rouge de Château-Raillas. Vous inquiétez pas, voilà. On est là. Un fil déconducteur. Un fil des conducteurs, tout à fait. Avec un S. Et donc, du coup, voilà, j'ai trouvé ça très très intéressant. Ouais. Il y a un autre élément parce que ils ont vraiment un terroir particulier à Château-Raillas, justement, par rapport à tout le reste de Châteauneuf-du-Pape. C'est que ils n'ont pas d'argile. Ah bon. Ils n'ont pas d'argile. Et Monsieur Reynaud t'explique que le grenache, il fonctionne très bien sans argile. Alors que nous, on pense l'inverse depuis le début. Ouais. Nous sommes fourvoyés. Et il a vraiment que lui, il appelle ça des sables de la mer. C'est ce que à Montredon, ils nous ont appelé des safres. D'accord. Je crois que c'est le mot provençal, les safres, pour Ok. dire du sable, quoi. Et vraiment, il élève ses grenaches, enfin, il fait pousser ses grenaches là-bas. Il attend une maturité extrême. Enfin, tout est géré. Il à la nuit près, quoi. Il vendange à la nuit près, voilà. Et il travaille très très bien. Bien sûr, il y a des secrets. Bon, bah, c'est ses secrets. De fabrication. Voilà. Je suis tombé sur YouTube sur une petite interview de 5 minutes qui en parle. Pareil, on mettra le lien. On mettra le lien dans la description de l'épisode, juste en dessous, vous pouvez dérouler. J'ai juste retenu une phrase parce que ça correspond assez à ce que tu me racontes d'habitude. Je te laisse l'écouter. Bon, on va essayer de comprendre maintenant comment on fait le vin. Parce que c'est un autre mystère de. Oui, de mais Raillas et le de vin, votre travail. c'est 99% c'est le raisin. Oui. C'est ce que beaucoup de gens oublient. On croit toujours qu'il y a une Mais on a magie toujours dans le l'impression vin. qu'à Raillas, il y Mais la a magie, des méthodes, oui. des techniques qui ne Eh sont oui. pas les mêmes qu'ailleurs, parce que C'est le sûr. vin a des. Il y a des grandes techniques qui ne sont pas a pareilles des styles, qu'ailleurs. Mais la plus grande technique, très c'est de différents. respecter. Et on respecte beaucoup ce qu'on nous confie, donc on agit le moins possible. Ouais. Et c'est le terroir qui l'emporte. Voilà, c'est le terroir qui l'emporte. J'aimerais beaucoup discuter terroir, encore une fois. Alors, au-delà de tout ce qu'on a dit... De nos différences. Non, excuse-moi. Au-delà de tout ce qu'on a pu dire sur l'argent, finalement, Johnny, c'est si tu nous écoutes. peut-être pas ça le plus important. J'aimerais beaucoup parler terroir avec ce monsieur. Surtout que l'an dernier, on a eu beaucoup d'occasions ratées. On a le numéro de portable de monsieur Georges Truc. Et ce n'est pas une blague. Éminent œnogéologue de la région, quelqu'un de très très réputé qui a défini les terroirs de Rasto, une pointure, et on s'est eu 5-6 fois au téléphone, on a essayé d'organiser un épisode, on n'arrive pas, ce monsieur est très très pris. Mon agenda n'est pas dégueulasse non plus. Et puis il y a eu le Covid derrière, et puis machin, c'est très très compliqué. Mais le Covid, excuse plein de choses, tu peux le dire. Ouais, c'est un Suite petit peu, au Covid, c'est un petit peu voilà. fourre-tout. C'est un petit peu fourre-tout. Non, mais on a eu beaucoup d'occasions manquées avec monsieur Georges Truc, et j'aimerais beaucoup parler terroir justement avec monsieur Reynaud et avec Emmanuel ça serait Reynaud. intéressant parce que c'est vrai que c'est vraiment un sujet quel moi type qui de me terre, passionne. quel type de sol, de sous-sol, C'est ça, et c'est quel ça. type de cépage, quoi. J'ai l'habitude dans mon métier, dans le bâtiment, dans l'expertise d'assurance même, de lire des études de sol, des maisons qui s'ouvrent en deux. Donc je sais différencier une marne bleue d'une argile verte. Ouais. Et tout de suite tu dis, alors qu'est-ce que je pourrais planter par-dessus, c'est ça? Oui, voilà, les marnes bleues, c'est très très réputé par exemple. Ouais. Et les argiles, c'est toujours bien parce que c'est de l'eau, mais il nous apprend qu'on n'a pas besoin d'argile pour les grenaches. Donc c'est vraiment très très intéressant. Au-delà du prix, il existe, si tu veux profiter de la philosophie de Château-Raillas, donc de leur travail, de leur méthode de vinification, de tout ce qu'ils peuvent entreprendre, ce sont des vins qui sont généralement très 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 clairs pour des grenaches. C'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà. Plutôt rare. Ils ont le domaine des Tours à Sarian, qui est... Tu as déjà dû voir ces étiquettes, tout le monde le voit. Je pense même qu'on en a déjà parlé. Mais vas-y, continue. On en a peut-être déjà parlé, oui. Et donc, ils appliquent les mêmes méthodes et c'est des tarifs qui sont infiniment moins chers, puisque, alors, j'ai pas vu des tarifs chez Caviste ou au domaine, j'ai pas vu. Mais j'ai vu des tarifs un petit peu sur les sites de vente, même eBay, ils en vendent. Ah ouais, carrément. Ouais, ça s'étale entre 70, 80, 90 euros la bouteille. Ça reste
cher, Ouais. ok, hein, enfin, c'est Mais loin un des peu vins plus qu'on a, abordable c'est que un peu des plus 7 000 euros, abordable, quoi, ouais. et tu as des vins de ce vigneron-là, parce qu'il sait bien travailler. Si dans la famille ils ont amené le Château Rayas jusque-là, ok, 99% c'est du raisin. Pour faire un bon vin, fais un bon raisin, C'est on le ça, rappelle tout c'est le temps. clair. Il y a quand même un petit peu le travail en cave qui joue, je pense. On est d'accord. Voilà. Donc la même philosophie, elle est appliquée dans un domaine un peu plus enfin, j'allais dire un peu plus bas en gamme. C'est pas Abordable, on va dire. Voilà, abordable. Grand public. Peut-être, non, même pas. Mais alors, si je me trompe pas, il faut vraiment qu'on vérifie. Je pense que c'est nos amis cavistes de Côté Vin qui nous avaient parlé de ce domaine-là. C'était un gros coup de cœur, je crois. Oui, bien et sûr. Il avait du mal à se fournir. Il n'arrivait pas à fournir tout le monde. Tout à fait. Donc, il me semble que c'est c'est François qui nous en avait parlé de l'épisode Côté avec Vin, Villeneuve-les-Avignon. François et Chady, chez le caviste. Tout à fait. Ça ouvre plein de questions. Est-ce que ça vaut le coup d'investir ou en tout cas de placer de l'argent quand on peut en placer ou quand on veut en placer? À titre personnel, je n'irai plus sur ces sites d'enchères. De spéculation parce que finalement, vinicole. Comme je te dis, moi j'aime bien les vins qu'on peut boire. Avec des copains. Avec des copains en particulier. Sans casser le code de vie. Là j'en ai plein la cave là. Et voir les gros chiffres, c'est marrant 2 minutes, c'est marrant un samedi pluvieux, mais bon voilà, ça fait pas plus rêver que ça. J'aimerais beaucoup parler avec Cyril du Château Rayas de tout ça. Je lui enverrai le lien de l'épisode. On verra si ça marche. Tu veux qu'on lance une pétition? Non, on va pas le foutre dans la merde non plus. Voilà, on va juste lui envoyer un mail et puis on verra bien ce qui retombe. Ok. Au-delà de tout ça, non, refais pas la vanne, s'il te plaît, ne recommence pas. Pourtant, ça me brûle les lèvres. Ouais, ça te brûle les lèvres. Donc, au-delà. Ça m'a envoyé vers d'autres réflexions. Je me suis dit, combien ça coûte à produire une bouteille de vin? Ouais, d'accord. Pas la bouteille en verre. Non, mais j'ai bien compris. C'est un domaine, voilà, machin, tout ça. Et est-ce que tu as une réponse à ça? Le coût de revient d'une bouteille de vin, voilà, à combien ça te revient, quoi? Parce qu'on voit des prix. Nous, moi, je sais que j'ai un copain justement qui me dit, moi, j'ai de la place, j'ai de la cave. Je vais me constituer une cave, mais je veux que des vins à moins de 10 €. Très bien. C'est un défi. Et on cherche dès qu'on va avoir un truc, voilà. Et Masse des Chimères y est rentré directement, dont on a parlé le mois dernier. Ouais, c'est chouette. Pourtant, il pourrait se payer plus cher. Hein. Non, c'est un exercice, voilà. Et bon, bref, on parle des prix du vin. Et justement, avec lui, on avait été voir un domaine. Ce domaine-là nous avait expliqué que au-delà de 17-18 €, faut que j'arrête de dire au-delà parce que tu me traques à chaque fois. Est-ce que tu vois mes yeux et mon index, ils se pointent à chaque fois? Au-dessus de 17-18 €, ça commence à être compliqué à justifier le prix d'un vin. D'accord. Je me suis dit, bon, pourquoi pas. J'ai recherché un petit peu, je suis retombé sur des vieilles revues du vin de France et puis sur certains articles sur Internet qui font état de plusieurs valuations. Et ça s'étale de... l'article de la revue du vin de France était quand même un peu mieux gaulé, un peu plus détaillé, donc je vais partir sur ces chiffres-là. En agriculture conventionnelle, en coût de revient, ils étaient sur 2,50 €. Là où en agriculture biologique, forcément, c'est un peu plus cher. Il faut passer plus de temps dans tu as plus de main-d'œuvre. Voilà. Plus de gasoil, plus de machines. Voilà. Tu as moins de produits, mais plus de machines, plus de main-d'œuvre. Et ils étaient plutôt sur 3,50 pour des vins bio. Donc, avec la bouteille, le bouchon, tout ça ou Ouais. Okay. La bouteille de 75. Paf. Et après, j'ai réfléchi. Je me suis dit. Et les vins d'Angers, ils sont de quelle origine du coup? Parce que, ils sont français, étrangers? Est-ce que ça compte? Ils sont payés au cul du camion. Voilà. Oui, non, ils n'ont pas de CDI, les mecs. Hein. Non. Et j'ai réfléchi, en fait, et je m'étais dit, tiens, je vais faire 20 minutes là-dessus dans le podcast, je vais pouvoir tout détailler, les prix et tout. J'ai dit, mais en fait, on s'en branle. Et c'est même un peu pute de parler de ces coûts-là. Je suis d'accord avec toi, c'est un peu pute. Pareil, je fais le parallèle avec moi dans le bâtiment, mais non, mais c'est pas tant que je trouve. J'estime des mètres carrés de travaux. Tu vois, le mètre carré de mur en aglo, chez l'âge compris, je sais qu'il vaut peu ou prou 70 balles, mais c'est qu'une partie de l'équation. Quand tu fais ça, il faut prendre en compte les accès. Il y a plein de choses à prendre en compte. Il y a plein de choses à prendre en compte que dans ces 2,50 €, et voilà. Et donc, en balançant ce chiffre, je me dis, je fais passer tous les vignerons pour des salauds à vide de profit, alors que c'est pas forcément le cas parce qu'il faut prendre en compte. La chose évidente qui me vient, moi, c'est les années dégueulasses.
Les années où t'as pas de production. Les salaires, parce que là, j'imagine que c'est en gros, ils prennent pas en compte un salaire. Le calcul, il était fait pour. C'est toujours la même. C'est un monsieur qui conduit le tracteur, qui vendange, c'est le couple. Qui fait. Typiquement, c'est le couple. Madame à la cave au bureau, monsieur dans les vignes. Ça veut dire qu'ils ont un hectare, quoi. Donc ils ont 12 hectares maxi, comme on avait vu dans différents domaines du Centre-Loire, où le mec m'expliquait que 12 hectares, quand tu es tout seul à la vigne, c'est bien, et tu fais appel à 2-3 copains pour les vendanges, et tu te démerdes tout seul. À la saison morte, tu animes la cave, et t'as madame qui fait un peu la compta, et puis tu t'en sors. Ouais. Dès que tu as 17, 18, 19, 20 hectares, il te faut commencer à embaucher des CDI, et là, c'est plus la même. Voilà, c'est pour ça que ce tarif de 2,50, je l'ai trouvé un petit peu bâtard, ou au moins incomplet, et je trouvais que c'était assez malhonnête de le citer. C'est pour ça que ça fait 14 fois que je le dis. Je suis pas chaud avec ça. Et c'est pareil, quand tu es un domaine un petit peu réputé, il faut que tu fasses de la communication, donc tout ça, ça n'apparaît pas. J'imagine que quand tu es un homme politique, il faut graisser des pattes. Ouais. Non, mais par contre, là où ça n'apparaît pas. Là où ça mérite réflexion, par contre, c'est sur des appellations, ou en tout cas sur des domaines qui ont pas beaucoup de production, comme le domaine de Châteauneuf et de Sarriens dont on a parlé. Après, tu payes la rareté. C'est-à-dire que tu as un bon produit, tu n'as pas beaucoup de quantité derrière, les gens sont prêts à mettre le prix pour acquérir la bouteille. Et donc, mais bien sûr. Donc là, en fait, c'est du marché. Non, mais derrière, il y a une qualité. Et tous les grands domaines que je t'ai cités plus tôt, ceux qui étaient en tête du classement, il y a forcément eu une qualité de vin un jour. Ils ne se sont pas hissés à ce niveau-là. Sans travail, j'ose pas l'imaginer. Là, je rentre même pas dans la réflexion, ce type de bouteille par rapport au coût de revient à 2,50 ou 3,50, je me dis que c'est même plus. Mais à la limite, les vignerons, ils sont esclaves de ça, puisque le vigneron, à la limite, il pourrait très bien vendre ça à 30 balles la bouteille. Allez, soyons fous. Oui, après, mais c'est une stratégie de marque, quoi. Si c'est pour la retrouver le lendemain à 1000 balles sur Ideal Wine, il dit, je me suis fait couillonner, quoi. Je vais peut-être la vendre un peu plus cher, moi je vivrai mieux. Et puis ça évitera peut-être certaines escalades, quoi. Ouais. Bref, voilà, c'était ma réflexion d'un samedi pluvieux, surtout le prix du vin, le coût du vin. Je sais pas, vous en pensez quoi, vous ? Un avis, une réaction peut-être ? Non, mais en fait, moi, ça me permet de faire simplement le parallèle. Je vois exactement un petit peu le marché de la guitare, moi. Parce qu'en fait, moi qui est guitariste, David. Bon, vite fait, quoi. Mais moi qui est collectionneur. Ouais, enfin, si moi de l'argent, voilà, c'est ça. Mais c'est un petit peu le même truc qu'on retrouve sur les instruments, qui sont cotés, quoi. C'est que dès que tu touches à une marque ou dès que tu touches à un modèle qui date d'une année spécifique avec des spécifications aussi un peu rare, les prix deviennent dingues, quoi. On arrive sur des guitares à 10 000 € l'unité, quoi. Donc, mais est-ce que c'est motivé quand même par une qualité sonore derrière ? Et non, je pense qu'on retrouve exactement le même parallèle avec le vin, c'est-à-dire que je pense pas que tu vas retrouver de toute façon une sonorité, un confort qui sera justifié. Je pense qu'on va juste être sur quelque chose qui est défini par du prestige, de la rareté, un élément, une grosse variante aussi collectionnite entre guillemets, des micros de l'ancien temps, voilà, quelque chose qui parle d'une époque des années 50, 60, et je pense que c'est exactement la même chose pour le vin. Je pense que l'offre et la demande, de toute façon, n'est pas voulu par, à mon avis, le créateur ou le fabricant, pour faire le parallèle avec le vin, et qu'on se retrouve avec en bout de chaîne des gens qui sont prêts à mettre beaucoup d'argent pour conserver quelque chose ou pour avoir quelque chose ou acquérir un objet qui peut-être ne sera pas du tout à la hauteur ou ne sera pas du tout révélateur de la qualité même de la chose, mais comme l'époque actuelle n'est régie que par ça, on retrouve un peu ces choses-là un peu dans tous les domaines. Voilà. Alors si j'osais, je dirais que même le vigneron il a une difficulté supplémentaire, c'est que quand José, pourquoi José Beauvais? Ah, José Beauvais. Si j'osais, Festival de la Black Forest 12 à Montreux.
c'est que Château Rayas, lui, il produit 10 000 bouteilles nouvelles chaque année, donc 10 000 emmerdes comme ça à gérer chaque année, 10 000 clients éventuels à bien connaître pour pouvoir gérer un petit peu sa production et s'assurer qu'elle soit bue, alors qu'une guitare des années 50 ou une P-Funk, pour parler des basses, les fameuses basses de la Motown et tout, voilà, et on sait qu'il en existe un nombre défini qui sont encore en état, et forcément elles prennent de la valeur. Sauf que lui, il crée de la valeur chaque année. Oui, un vigneron crée de la valeur chaque année. C'est ça. Et puis, comment te comparer ? Prenons le chiffre que tu annonces là, par exemple, les 3,50 € en bio. Voilà, c'est le coût d'une bouteille. Ouais. Mais dans ce chiffre, on ne prend pas en compte la qualité du vin. Parce que produire du vin, il n'y a rien de plus simple. Tu fais pousser du raisin, tu prends les raisins, tu égrappes, tout ça, tu fais du vin. Donc autant le vin dans ta bouteille, il est juste dégueulasse. Mais, ou alors quelconque. Mais toi, imagine, tu fais un vin de la même façon, mais qui est juste super bon parce que tu as passé plus de temps, tu as taillé d'une certaine façon, tu as respecté des températures pour les vendanges, etc. Tu dis, putain, à l'arrivée, oui, ma bouteille, elle fait aussi 75 centilitres. C'est pas le même travail. Mais il est meilleur. Oui. Le travail est quand même... oui, tu n'as pas de vendange mécanisée, surtout à Châteauneuf-du-Pape. Par exemple. Donc, je pense qu'à un moment donné, la qualité, elle se paye aussi. Donc, bon, sans parler de ces prix exorbitants que tu nous as annoncés, les 7 000 €, 1 000 € à bouteille, enfin voilà, ça c'est de la branlette. Mais moi, je comprends on va dire le mec qui a des valeurs, le vigneron qui a des valeurs, qui se dit bon, mais voilà, j'ai un produit, je le trouve bon, je l'ai fait goûter, on a fait des concours, tout ça, sans parler de médailles, mais voilà, il a été reconnu bon. Oui, je ne vais pas le mettre au même prix que celui qui fait de la piquette à côté. Quoi. Ouais. Donc c'est là où je trouve mais je suis d'accord sur les prix. On est d'accord là-dessus. Ce soir, mais je pense que ça se justifie un petit peu là-dessus, qu'il y a une montée des prix par rapport à la qualité. Il y a forcément. Mais après, où est-ce que tu mets le seuil de la qualité, quoi ? Qu'est-ce qui est bon et pas bon, quoi ? Non, ça doit être une sacrée prise de tête, en fait. Ouais. Si tu te mets du point de vue d'un vigneron qui veut distribuer ses vins et qui veut qu'on les boive, mais quand tu sors une qualité qui fait que... Et quand tu as une réputation d'un vin de garde ou d'un vin qui est monnayable, finalement, c'est même pas d'un bon vin, c'est un vin monnayable. Ça veut dire que tu peux... Je sais pas, il doit y avoir des systèmes où tu peux te défiscaliser dans le vin, je suis sûr que ça doit exister. Mais du coup, tu te retrouves, toi, en tant que vigneron, tu te retrouves aux tâches de ça aussi. Oui. Au-delà du prix de la bouteille. Donc victime de il ton est succès, victime, quoi. Bien sûr. Château Rayas, c'est une victime. Mais il n'a pas un peu mérité quand même. Hein. Non, nous rappelons que nous voulons l'interviewer. Non, monsieur. Non, mais c'est une question à la con. Mais c'est un bon. Mais je sais pas comment me positionner. Et surtout pas à charge, en fait. Je m'en fous. Non, dans le fond. Voilà, on discute, on réfléchit, quoi. Voilà, on est au café du commerce là. Mais Milaz, il a un béret et tout, on est bien là. Tu choperas la piste de dés, on fera un petit 4-21 après. Hein. Ok, pas de souci. Il y a un petit côté Peaky Blinder quand même. Ouais, c'est ça. Et sinon, l'agitateur est top. Hein. T'as goûté ? Ah ouais, j'ai goûté, chouette, hein. j'ai descendu. Par contre, une grosse acidité. Moi, qui n'ai pas trop l'habitude. L'attaque un peu. L'attaque est violente. Et voilà, un grosse, comme s'il était tout jeune, presque. Pourtant, c'est un vin de 2008. Ouais. Mais une belle acidité et... une belle bouteille. Alors, selon Monsieur Reynaud, parce qu'on a l'habitude de dire que les grenaches, ça ne se garde pas très très longtemps. Lui, quand il parle de ces grenaches, il dit entre 10 et 15 ans, ils sont adolescents encore. Hein. Waouh. Ouais, voilà. C'est du vrai vin de garde en majuscule. Voilà, il arrive à choper une structure avec des grenaches qui est absolument incroyable et il assemble les différents versants, les versants nord, les versants sud, qui n'ont pas les mêmes caractéristiques. Il a des micro... Des micro-parcelles, pas des micro-parcelles, mais des micro-terroirs en fonction de l'ensoleillement, on peut dire. Et en fait, il a réussi à identifier tout ça. Je crois. Alors, je fais peut-être l'inverse. Celles qui sont au levant vont amener beaucoup de fruits. Celles qui sont au couchant vont amener beaucoup de structures. D'accord. Voilà. Pourtant, ce sont tous les deux des grenaches dans 17 hectares. Mais voilà. Il connaît extrêmement bien ses vignes, évidemment. Il travaille extrêmement bien. Ces vins en fait, rivalise avec des Bourgognes, c'est surtout ça Et c'est du Luberon, rappelons, un château turquin. Donc non, je te parlais de Château Rayas là. Ah, pardon, excuse-moi, j'ai suivi. Oui, voilà, c'est bien suivi. Allez, vas-y, resserre-toi. Moi, je croyais que on était resté sur l'agitateur. Non, justement, je te parlais de. C'est monsieur. J'allais dire, c'est monsieur Rayas. C'est monsieur Reynaud qui parle de l'âge des grenaches. Voilà, ça partait de là. Bon, on va arrêter là, hein, Julien, parce que.
Il fatigue. Je sens qu'il est pas bien. On va demander un changement. C'est le contre-coup des vendanges. Ça y est, ça se termine. C'est ça. La pression redescend. C'est ça. Pardon. D'accord, ok, c'était totalement gratuit. Non, je voulais faire une pause et je me suis trompé de bouton. Genre, on va partir sur un nouveau sujet en fait. Tire-bouchon, le podcast qui parle de pinard. Un autre sujet, Max? Un autre sujet. Aborder? Allons-y. Bah, c'est toi qui vas l'aborder. Alors, j'ai fait le tour de l'actualité. Attends, on recommence. Le mec, il est à la rue. T'as entendu le conducteur de l'émission? T'étais là pendant, mais je croyais, pendant l'italienne? Oui, les sujets avec un S, j'ai mis de Max. Tu vois. Ah ouais. Attends, redis-le. Attends qu'on enregistre. Tire-bouchon, le podcast qui parle de pinard. Vraiment, les gars, vous êtes bons, hein, c'est incroyable. Hein. Moi, je m'éclate à vous écouter. Non, je t'ai plus. Ouais, ça va, je vais rouvrir une bouteille, c'est bon, j'ai compris. Rouvrir une bouteille, manger une dernière rondelle de saucisson avant la prochaine. J'ai fait le tour de l'actualité. Donc l'actualité 20, et voilà, sur Google Actualité pour tout te dire. Et il n'y a rien qui m'a... Bon, c'est toujours un peu la crise de partout, etc. Mais il y a une petite actualité sympa qui est ressortie. Donc il y a un monsieur qui est un ancien agent immobilier, qui se cherche un petit peu, donc j'aime bien ce genre de personnage, parce que ça me rappelle certaines personnes. Oui. Et en fait, il s'est dit, ouais, en plein confinement, ben, je vends plus de maison, ça se comprend. Oui. Et il a dit, qu'est-ce que je peux faire? C'est Stéphane Plaza, non? Non, en parlant de Stéphane Plaza, donc je fais juste une parenthèse. Non, on était bien, on allait finir l'épisode, là, il faut que tu remettes un franc dans la boîte à musique. Non, ça va pas du tout. Hormis le fait que ce mec est en gros, il chie du fric, quoi. C'est-à-dire que quoi qu'il fasse, ça crée une marque, donc c'est l'agence immobilière, tout ça. L'autre jour, je vais dans un magasin de jouets et il y a un jeu de société Plazaville, quoi. Ou Plaza City, je sais plus comment ça s'appelle. Genre le SimCity ou le Monopoly, mais de Stéphane Plaza. Mais je me dis, mais où est-ce qu'on va l'arrêter, ce monsieur, quoi? Je ne sais pas. Alors, l'actualité, donc ce monsieur qui était ce monsieur, il s'appelle Yann Burquet, il a 29 ans. C'est un ancien agent immobilier. Il s'est dit, ouais, moi j'ai envie d'ouvrir un petit restaurant, un routier. À un moment donné, il voulait ouvrir un restaurant relais sur un GR, ce genre de choses. Et puis finalement, il a créé un site internet sur lequel on peut acheter, donc c'est un site marchand, sur lequel on retrouve que des vins, mais de vigneronnes, c'est-à-dire des vins de femmes. D'ailleurs, le nom du site parle de lui-même, levincotefemme.com. D'accord. Je suis allé voir, donc c'est pas mal foutu. Donc en gros, voilà, c'est un catalogue, t'as plein de vins qui sont classés par appellation. Et donc sur chaque vin, c'est là où c'est intéressant, c'est que tu as une fiche d'identité de la vigneronne, où ça explique qui elle est, sa philosophie, un petit peu sa biographie. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Et j'ai recherché. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a en tête d'affiche, tu vois, sur la page d'accueil? Et je vois Costières de Nîmes. Ah. J'ai dit, quoi, Costières de Nîmes? C'est veine dégueulasse. Parce que... C'est bien, on va avoir des problèmes. Je dis ça parce que je me suis fait chier sur la gueule un jour, quoi, par un mec qui était de Tain-l'Hermitage, tu vois. Il me dit, tu fais quoi, toi, dans la vie? Je dis, moi, je suis dans la viticulture. De quel côté? Je dis, moi, j'ai une vigne dans le Pont du Gard. Il fait, moi, je ne descends pas aussi bas, quoi. Je dis, mais tu es d'où, toi? Moi, je suis de Tain-l'Hermitage. Alors, Tain-l'Hermitage, 4000 balles la bouteille sur un deal. Ils font du très bon vin, mais ils ont quand même des gros connards chez eux. Ah oui, donc, ça, je te disais... Nucléaire aussi, quelque chose présent, des centrales nucléaires aussi, à Tain-l'Hermitage pas loin, donc à mon avis... Là, on voit le côté militant de David. C'est ça, il fait de la guitare et il milite, attention. Il est chez CFDT aussi. Et donc, dans ces Costières de Nîmes, je suis en page d'accueil, donc c'est le domaine de Poulvarel. Alors, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais en fait, perso, je ne l'ai jamais goûté, mais je le vois partout, ce vin. D'accord. Mais aussi bien dans le frigo du camion pizza, quoi. Ah donc, putain, ouais. Déjà, ça c'est éliminatoire. C'est éliminatoire, mais tu vois, c'est d'un point de vue classement de produit, tu dis, s'il est dans le frigo du camion pizza, ça doit pas être très bon. Ça va piquer. Et puis, non seulement je l'ai vu dans ce site, mais avant, on m'avait déjà parlé de ce domaine, le domaine Poulvarel, et on m'avait dit, c'est un domaine qui est super bon, ils font du super bon travail. Donc, je m'engage, on goûtera un domaine Poulvarel prochainement. En attendant que l'on trouve quelque chose à dire encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux, sur toutes les plateformes, bien entendu, de podcast, Apple Podcast, Podcast Addict et bien d'autres, Deezer, Spotify, me semble-t-il. Oui. Et surtout, bravo. Voilà, merci. Et surtout, laissez-nous des commentaires, des pouces en l'air, des étoiles, ce que vous voulez, parce que non seulement ça nous améliore la visibilité, pour être honnête, mais c'est surtout qu'on adore les lire. Et puis voilà, comme on a fait pour les 2 commentaires en début d'émission,
on passe un petit moment pour vous le dire. Alors sur les réseaux sociaux, on n'est pas extrêmement bon en réseaux sociaux. On fait notre maximum, répond pas. en tout cas. Ouais. Mais on s'en fout un peu en vrai, on n'aime pas trop ça. Donc, mais on aime les commentaires sympas. Mais on aime les commentaires sympas, on les lit, on répond pas forcément, ok, mais on les lit, il y a aucun souci. Surtout, n'hésitez pas à... Je sais pas si c'est encore d'actualité ces histoires de 5 étoiles sur Apple Podcast pour pouvoir être référencé. Et honnêtement, on s'en fout un peu. Si vous aimez bien ce qu'on fait, dites-le nous. Peu importe le support, peu importe l'endroit. Envoyez des cartons de vin. Envoyez des cartes postales. Et sinon, ça vous revient à combien une émission, vous, à peu près? Parce qu'une bouteille à 2,50 €, un podcast, c'est combien? Bah là, on amortit toujours l'enregistreur qu'on a acheté il y a 4 ans maintenant, qu'on a acheté à 2. Je crois qu'il est amorti. Les bouteilles, le saucisson, les bretzels. Alors les micros, alors du coup le micro qu'a Julien, il date des Works, l'époque où on avait un groupe de musique avec David. Hyper amorti. Donc hyper amorti. Celui-là, il a été amorti. Il a fait quelques PMU en Ardèche. Alors il faut dire qu'à l'époque, vous aviez votre groupe quand même. Nous, on était un petit peu vos groupies, quoi. On était là, devant, on était à fond. Oui. J'ai des vidéos de toi dansant au Passager du Zinc à Avignon. Waouh. Dans une soirée avignonnaise, hein. C'était un petit peu l'apogée de notre carrière. Oui. C'est la seule fois où on a eu des loges. Mais il n'y avait pas un PMU à Valréas, là, où vous aviez les toilettes pour vous changer? C'était pas des loges également? Non. Une pizzeria, s'il te plaît. Non, c'était la Tête de l'Art en Ardèche. La Tête de l'Art, c'était une pizzeria, oui, bien sûr. Mais le lard du cochon, la Tête de l'Art. Oui. Attends, ça m'étonnait quand même. C'était on s'est régalé. On a joué 2 fois, on y est retourné d'ailleurs. Ah, quand même, on a joué 2 fois là-bas, ouais. Attends, ils faisaient des pizzas tellement bonnes qu'on y est retourné. Hein. Est-ce que les gens revenaient pour les pizzas ou pour vous alors? Nous, on jouait pour un repas chaud à l'époque. On ne demandait même pas d'argent, on disait un repas chaud. S'il vous plaît, madame, donnez-nous la pizza, s'il vous plaît. Ça sera pas le repas des grands soirs. C'est ça, voilà. C'est ça. Mais l'Ardèche, oui, on a passé nos meilleurs concerts là-bas, c'était incroyable. Que des gens incroyables en Ardèche. Meilleure région de France, l'Ardèche. C'est un département. Julien. Oui, c'est moi. On se retrouve le mois prochain. Peut-être. si tout va bien. Merci pour tout. Merci Tire-Bouchon. Merci d'être venu. Merci pour cet épisode de rentrée. Et ciao tout le monde. Ciao. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. On va finir ce qu'on a à la bouche, titre. Parce que c'est pas génial. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Ça me fait une bonne bouche. C'est con, on peut pas faire un pré-générique avec ça. On a déjà fait la vanne de Tire-Bouchon, le podcast qui parle en mangeant. Ah ouais. Sinon, on peut faire. Tire-Bouchon, le podcast qui parle en buvant. Attends, je me mets en mode avion. Ah non, je peux juste couper le son en fait. C'est ici qu'il faut que je me mette en mode avion. Avion. L'avion. Je me suis mis en silencieux pour de vrai. Tu veux mettre l'avion aussi? Ouais, au moins si les copains ils arrivent, on leur répond pas. Ils m'ont appelé. Hé les gars, vous êtes où? Attends, dernière chose, il faut que je me mette un support, j'ai le dos voûté. T'en veux un? Non, ça va, merci. Je suis plus petit. Julien. Oui, c'est alors moi. Toi, c'était les vendanges. On en a parlé. Oui, tout à fait. Donc les vendanges, qui est quand même. Il n'y avait pas notre commentaire. Attends, j'ai autre chose à faire d'abord. Excuse-moi. Bon, j'ai fait une marque. Je sais que là, j'aurais des trucs à faire, mais je voulais pas faire ça. Tu vois pas. Remets-toi. Non, parce que j'ai changé ce qu'on a dit. Super. mais dans ma tête. c'est super pratique. Non, mais pour tous toi. les commentaires, tu les as donnés du coup? Ouais, il y en a avec deux. Ouais, allez, ben vas-y, rattrape tout ça. Ouais, voilà. Ça tombe bien, j'avais fait un blanc à la fin de ma phrase. J'ai juste à me réinsérer derrière ce blanc. Joli titre. D'ailleurs, je vais même la noter, celle-là.
Allez, vas-y. Je t'écoute. Attends, c'est chiant. Attends, mais je vais vraiment la noter par contre. Mais quel connard. Je vais réussir. Comme ça, quand tu feras le montage, tu rigoleras. Réussir à m'insérer derrière ce blanc. Voilà. Là, ça fait 3 pré-génériques qu'on a. Il y a des épisodes où on en a pas, là, on en a 3. Tu sais quoi, gardez en archive pour les prochains. Derrière ce blanc. Allez, vas-y. Oui. Non, mais là, Ah ouais, j'ai jamais coupé l'enregistrement. On est à froid, là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais toi, mais nous, on a le déroulé. On sait ce qu'on doit faire. Laissez-vous faire, ça va bien se passer. Change pas de main, je sens que ça vient. J'ai l'impression que c'est un dépistage pour la prostate. 1, 2, this is the test. Donc t'attaques avec un good morning tire-bouchon. Ouais. 3, 2, 1. Good morning, tire-bouchon. Non mais tu l'as refait, mais en mieux, là, on dirait que tu te retiens, tu fais good morning. Ben oui, mais je sais pas. Il fait ça timide, peu cher. Je vais pas gueuler, si.